Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais de ce pas partager mon écran et nous allons pouvoir commencer. Bienvenue sur ce vendredi du Rotary. Oups. Comme à l'accoutumée, pour ceux qui n'ont pas l'habitude et les nouveaux qui nous ont rejoints, donc les vendredis du Rotary, c'est une initiative qui a débuté entre la commission communication et formation. On est là pour vous accompagner tout au long de l'année avec des formations en général courtes, des trucs et astuces, des partages d'expériences et on inclut également un format Q&A ou questions-réponses à la fin. Cette année, pour la saison 2, on a 2 thèmes, l'environnement et l'effectif. Et à peu près toutes les 2 semaines, on va en alternance vous proposer pour une trentaine de minutes un sujet en particulier. Donc, vous pouvez d'ores et déjà regarder les prochains VDR. L'agenda est en ligne avec les dates et les différents sujets. On enregistre cette session de manière à pouvoir ensuite la diffuser sur notre chaîne YouTube. Et donc, ce sera disponible à tout moment. Et c'est juste une petite remarque, c'est une chaîne publique sur Internet, donc sur YouTube. Donc, une recommandation, c'est lorsque l'on passe sur la partie questions-réponses et que vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo, vous pouvez couper votre caméra tout simplement. Donc aujourd'hui, nous sommes sur l'épisode numéro 6 et j'ai le plaisir d'avoir Étienne Lévesque, qui est membre de la commission environnement du district, avec nous ce soir. Le sujet, développement durable, un monde viable. Donc l'objectif, c'est vraiment un premier VDR sur 3, puisqu'il y en aura 3, sur le développement durable qui doit intégrer ces fameuses 3 dimensions entre l'écologie, l'économie et le social. Et pour tenter de définir ce développement durable, nous allons nous intéresser à ce qu'il se passe aux intersections. Et donc, intégrer une dimension écologique et économique déboucherait sur un monde viable. Donc, Étienne va nous parler ce soir de cette approche. Juste un petit rappel avant de lui passer la main. Nous avons donc les 3 prochains, donc incluant celui de ce soir. Donc, le 21 janvier, nous serons sur un développement durable et un monde équitable. Et le 4 février, le développement durable avec un monde viable. Voilà. Donc, je vais simplement arrêter de partager mon écran. Et je vais passer la main à Étienne. Alors, Étienne, où est-ce que tu es ? Je ne te vois plus dans la liste. Alors, attends, pour que je... perdu Étienne ou pas? Ah si, j'étais là. Non, je suis là. Attends, parce que l'écran si je clique, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants, mais je n'ai pas la main pour partager l'écran. Je viens de te le donner à l'instant. À l'instant, alors attends, toc. Voilà, ça y est. Toc. C'est bon pour vous? Non? C'est bon, on voit ton écran? C'est bon? OK. Et par contre, ce n'est pas la présentation, hein, c'est le fond d'écran. Bon, alors je ne vais pas cliquer sur le bon... Pour ce qui me concerne, le son est très faible. OK, d'accord. Mais pour l'instant, je suis dans la recherche de la bonne solution. Alors, il faut que je... Je n'arrive plus. Il faut que tu arrêtes le partage et que tu refasses le partage de la fenêtre qui t'intéresse seulement. Mais je n'arrive plus à avoir le petit bouton vert du bas. Parce que tu es déjà en écran partagé, il faut que tu cliques en haut. Voilà. Tu as un petit carré qui te dit stop.
Ça y est, Voilà. excusez-moi. Bon, alors, écran partagé, c'est celui-là que je veux vous partager. C'est bon ce coup-là? Oui. OK. On va passer en mode diaporama. Bon, désolé de ces petits moments de calage. Et puis, on arrivait un peu en retard. Donc, comme vous le disait Muriel, on va parler du développement durable et du premier volet, le monde viable. Une petite rectification, j'ai inversé l'ordre des deux suivants. Et la fois suivante, ça sera un monde vivable, c'est-à-dire l'intersection entre l'écologie et le social, hein, et on terminera par un monde équitable. Alors, un rapide retour sur ce qu'est le développement durable. Hein, c'est une définition, ce que vous avez sous les yeux, contenu dans un rapport de la Commission mondiale de l'environnement et le développement de l'ONU. Hein, ce n'est pas tout à fait d'hier, puisque ça date de 87, et il nous rappelle que le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures. Alors, je sais que le terme développement durable est contesté. D'ailleurs, j'ai regardé les documents du Rotary très récemment, il n'y est plus. Personnellement, alors, les gens qui le contestent assimilent développement à croissance. Moi, je pense qu'on peut développer une société sans forcément, alors je suis ni croissant ni décroissant, mais on peut développer une société sans forcément augmenter le PIB. Hein. Donc, ça laisse la porte ouverte à beaucoup d'hypothèses, beaucoup de voies. Alors, ça va intégrer donc l'écologie, l'économique, hein, et le social. Et comme disait Muriel, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'intersection. Pour aujourd'hui, l'intersection entre l'écologie et l'économique qui nous donnera un monde viable. La fois suivante, on verra comment bâtir un monde vivable. La fois d'après, comment bâtir un monde équitable. Et finalement, ça nous permettra d'avoir un développement durable. Alors, de quoi part-on? On part aujourd'hui d'une situation qu'on peut qualifier de dramatique, dans le sens où si nos sociétés continuent sur la même trajectoire, que ce soit au niveau du réchauffement climatique ou de la perte de la biodiversité, on va vers des choses pas très rassurantes. Hein. Un petit exemple sur le réchauffement climatique, si les climatologues estiment qu'au-dessus de 2 degrés d'augmentation des températures moyennes sur la planète, pour différentes raisons, on a des risques d'emballement. Hein. Une des hypothèses, on en a parlé pas mal dans les journaux, c'est une fonte du permafrost qui s'auto-alimenterait. Une autre hypothèse, c'est l'effet de la banquise qui disparaissant, l'albédo, c'est-à-dire la capacité de la neige ou de la glace à renvoyer les rayons solaires, diminuerait fortement. Une troisième hypothèse, c'est les incendies de forêt qui, en brûlant, d'une part, dégagent du CO2, augmentent la température à elle seule, mais surtout font baisser les capacités photosynthétiques de la planète. Hein. Donc, et puis, il y a encore d'autres boucles de rétroaction, et toutes ces différentes boucles risquent de faire qu'on ait un emballement du système planétaire qui pourrait engendrer un réchauffement devenant indépendant des activités humaines. Hein. On aurait déréglé la machine, on aurait déréglé le système et il se réchaufferait tout seul. Ça, c'est un des éléments qui fait que depuis 40 ans, le GIEC nous répète en permanence objectif, surtout pas dépasser les 2 degrés. Une autre manière d'exprimer ça, hein, je l'avais exprimé déjà
au moins une fois dans l'enceinte du Rotary, c'est qu'il y a de plus en plus, à l'avenir, on aura des zones sur la planète où on risque de conjuguer à la fois une forte humidité et une élévation importante de la température. Plus 50 degrés dans un air sec, si on est en bonne santé, si on a de l'eau, si on se protège du soleil, on peut supporter relativement facilement. 35 degrés dans un air saturé d'humidité, l'être humain meurt au bout de quelques heures. Et ce type de situation risque d'arriver de plus en plus souvent, puisque avec le réchauffement climatique, on aura sur les mers une évaporation beaucoup plus grande, donc des pluviométries plus importantes dans certaines zones, et on arrivera assez fréquemment à 100% d'humidité avec des températures assez élevées. Si vous voulez plus de détails, sur le site du Monde, il y a un montage vidéo qui est assez percutant en la matière et pas très rassurant, d'autant plus qu'il est basé sur je crois, sur l'hypothèse plus 4 degrés. À ce moment-là, vous avez une part très importante de la planète qui deviendrait inhabitable. Sur la perte de la biodiversité, deux exemples qui illustrent assez dramatiquement les choses. Si on prend le monde des vertébrés, c'est-à-dire les mammifères et les oiseaux, il ne reste plus sur la planète que 3% en masse de vertébrés sauvages. Tout le reste, 30%, c'est nous, les humains, on est des mammifères, et 67%, c'est les animaux d'élevage. Dans les animaux d'élevage, c'est essentiellement des poulets et des porcs. Or, les poulets et les porcs ont été sélectionnés génétiquement pour avoir une très bonne croissance et une croissance homogène dans un lot, une conformation homogène. Tout ça, c'est pour une adaptation à une agriculture industrielle, aux chaînes d'abattage dans les abattoirs, etc. Les scientifiques, de ce point de vue-là, ont très bien travaillé. Simplement, il y a une conséquence négative très importante, c'est que ces poulets et ces porcs ont un potentiel, enfin, comment dire, leur variabilité génétique est très faible. En élevage de porcs en France, vous avez, à ma connaissance, 2 races, Large White et Landrace, qui doivent faire 95% des porcs produits en France. Or, la biodiversité, c'est 3 choses. Diversité des espèces, diversité des gènes et diversité des écosystèmes. Et là, on a accéléré très fortement la perte de biodiversité au niveau des gènes. Deuxième chose inquiétante, quand on roule aujourd'hui en été, on ne s'arrête plus jamais pour retirer les moustiques sur son pare-brise. Alors, on a peut-être des pare-brises qui adhèrent moins à ce genre de choses, mais surtout, la quantité de moustiques, la quantité d'insectes a baissé dans des proportions très, très importantes, en Europe en particulier. On est autour de 75% en masse de la baisse des insectes. Or, les insectes sont à la base de la chaîne alimentaire pour énormément d'animaux. Et la perte de la biodiversité, eh bien, on perd ainsi notre première protection contre la maladie. Donc, on n'est pas dans la bonne direction. Et alors là, je renvoie à un monsieur qui avait peut-être anticipé le réchauffement climatique, mais ce n'était pas son principal sujet de préoccupation, mais qui a émis je dirais, une idée de base fondamentale, qui a prononcé cette phrase: on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Et je crois qu'on est en face de ça. La situation, elle est dramatique si on continue dans la même direction, pardon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais la solution passe par une modification de notre manière de penser notre vie, de penser notre manière de produire, notre manière de travailler, etc. Si on n'arrive pas à s'interroger sur notre mode de penser notre vie sur la planète, eh bien, on n'arrivera pas à réorienter les choses. Et dans la réflexion qu'on doit avoir ensemble, il y a un certain nombre de points qu'on doit absolument prendre en compte. Un des plus importants, c'est que jusqu'à présent, on a une forte corrélation PIB-CO2. Une corrélation, ça veut dire que les choses évoluent de la même manière. On peut superposer les courbes.
hein. Le PIB, le produit intérieur brut, hein, mesure l'activité économique d'un pays. Ce n'est pas forcément un bon critère, mais c'est le plus simple à utiliser pour les économistes. Le CO2, tout le monde sait ce que c'est. Et ce rapport PIB sur CO2, on n'arrive pas à le déconnecter, enfin, on n'arrive pas à déconnecter ces deux grandeurs, ou très faiblement, hein, de l'ordre de 1% par an. Alors en 30 ans, ça fait 30%, mais si on veut atteindre les objectifs de 2050, il faudrait le décorréler de 5% par an. Hein. Le plus simple, ce serait… Enfin, voilà. Donc ça pose une difficulté réelle. Deuxième élément à prendre en compte, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui, jusqu'à présent, sont en plus les plus victimes du réchauffement climatique, qui sont les moins responsables et qui demandent aujourd'hui leur part. Hein. Et c'est un des éléments que peut-être les Occidentaux ont du mal à prendre en compte dans les discussions au sein des COP, etc. Hein, les pays du Sud nous disent ben, c'est vous qui avez créé le problème, c'est d'abord à vous de le résoudre, ne nous demandez pas de nous serrer la ceinture tout de suite. On reviendra dessus tout à l'heure. Troisième chose, la population mondiale est en croissance. Hein, elle ne va pas croître indéfiniment, mais les experts au niveau démographique nous annoncent 9 milliards à 9 milliards et demi d'ici la fin du siècle. Et puis, quatrième point important, on a une montée des extrêmes. On a eu les gilets jaunes. Pour l'instant, en France, ça s'est calmé, mais ça reviendra possiblement. Hein. Et puis, on voit que de par le monde, eh bien, il y a des mouvements de violence d'une grande fréquence, ce qui ne rend pas facile les évolutions des sociétés. Hein. On a à ce moment-là un manque de souplesse, alors qu'on aurait besoin de beaucoup de souplesse dans notre manière de faire évoluer le fonctionnement. Pardon, excusez-moi. Zut. Voilà. Alors, ce sur quoi on doit… il y a un temps de latence. Et du coup, je fais plusieurs fois la manip et je vais trop loin. Sur quoi doit-on travailler? On doit s'intéresser à la performance énergétique. Hein. Alors là, c'est l'isolation des maisons, mais c'est dans plein de domaines. On doit mettre en avant des énergies renouvelables. Et surtout, on doit s'intéresser à la sobriété, hein, s'interroger sur nos modes de consommation. Actuellement, un citoyen français produit 12 tonnes de CO2 par an. Il faudrait, si on veut atteindre les objectifs de 2050, arriver à 2 tonnes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devoir diviser par 6 notre consommation. Hein. Une maison permet de la chauffer avec moins de dépenses. Les énergies renouvelables ne dégagent pas de CO2. Hein. Mais en même temps, il va falloir s'interroger sur ce qu'on consomme. Et il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ce que je consomme, ça va, ma possibilité d'action dans ma manière de consommer, les économistes, enfin certains économistes estiment que ça joue pour 25% des gaz à effet de serre. C'est ce que j'appellerais la sobriété de la demande. Et puis on peut distinguer la sobriété de l'offre, de ce qui est proposé par les entreprises, par les services publics. Si vous allez à l'hôpital ou si vous envoyez vos enfants à l'école, etc., ben ça génère aussi des productions de gaz à effet de serre. Hein. Et donc, cette sobriété de l'offre compte pour 75%. Et cette sobriété de l'offre, on ne va pas l'améliorer uniquement, enfin, on ne va pas la faire baisser suffisamment uniquement avec ce que j'appelle une logique d'amélioration. Il faut passer à une logique de mutation. Ce système de différentes logiques,
c'est un élément de l'approche systémique qui nous dit que lorsqu'un problème n'est pas solvable à un certain niveau de logique, il faut passer au niveau de logique supérieur. Donc, on va prendre un petit moment pour identifier ce qu'on appelle ce changement de logique. Et on va prendre des exemples. Le véhicule thermique, le passage du véhicule thermique au véhicule électrique, c'est une mutation. Alors, je ne veux pas dire à travers ça que c'est une solution qui va résoudre tous les problèmes. Mais une amélioration, c'est par exemple prendre un moteur thermique et puis, au lieu de le voir consommer 5 litres au 100, faire qu'il va pouvoir progressivement consommer que 4 litres au 100, 4 litres et demi. Là, on est dans l'amélioration. La mutation, c'est de passer du véhicule thermique au véhicule électrique. Et c'est un petit peu plus compliqué. Un autre exemple de mutation, qui là aussi bouleverserait pas mal de choses, ce serait la suppression du ciment Portland. Le ciment Portland, c'est 7% du gaz à effet de serre, c'est ce qu'on utilise pour faire du béton. Et aujourd'hui, le BTP est un très gros consommateur de ciment Portland, donc un très gros producteur de gaz à effet de serre. Et inconvénient supplémentaire, le ciment, enfin, quand on fait du béton, on met du ciment, on met du gravier, on met du sable, et le sable est en train de devenir une denrée rare. Vous avez dû voir quelques émissions de télé là-dessus. Et on va chercher le sable en mer, un petit peu au large, et puis sous l'effet des courants, le sable qui a été retiré au large, eh bien, il va être progressivement retiré sur les plages au large de chez vous, près de chez vous. Et la ligne de côte est en train d'avancer à cause de l'élévation du niveau des eaux, mais aussi parce qu'il y a du sable qui progressivement est retiré des plages, parce qu'il a été retiré 10 km, 20 km, 100 km plus loin, au fond de la mer, pour construire. Une mutation consisterait à se passer du ciment Portland, peut-être pas à 100%, mais il y a tout un tas de techniques basées sur ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire, c'est-à-dire s'appuyant sur les matériaux locaux, on ne va pas les chercher au bout du monde, qui permettraient de construire énormément de choses, et en particulier, si ça vous intéresse, vous tapez « construire en terre crue » sur Internet, vous verrez des très belles choses. Et aujourd'hui, vous faites faire une analyse de terre de la terre, enfin une analyse granulométrique de la terre que vous avez dans votre jardin, et vous avez des cabinets qui sont capables de vous dire vous pouvez construire en terre crue avec ça, et on vous conseille plutôt tel mode de construction, ou au contraire, vous ne pouvez pas, mais vous avez la bonne type de terre de près de chez vous, à 20 km, 50 km, 3 km, etc. Pour information, pour faire du ciment Portland, il faut chauffer la terre calcaire à 1450 degrés pendant 18 heures. C'est une des raisons, outre le transport, c'est une des raisons du coût énergétique et du coût en CO2 de cette technique. Alors bien sûr, on peut aussi chauffer l'électricité, mais l'économie de l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on arrive à ne pas utiliser. Autre exemple de mutation, c'est lorsque ça c'est très anecdotique encore, mais il y a un labo de recherche qui travaille sur un remplacement du placoplâtre par les champignons. Les champignons qui poussent sur les troncs d'arbres. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez enfant, ou vos enfants quand vous les emmenez, ou vos petits-enfants quand vous les emmenez en forêt, très souvent, on donne des coups de pied dans ces champignons-là. Et puis on n'arrive pas à les décoller. C'est solide. Eh bien, on met ça, on fait pousser ça à une température de 26 degrés, donc c'est pas énergivore du tout. Des spores, quelques copeaux de bois, et au bout de quelques jours, vous avez une plaque qui a la forme du moule dans lequel vous avez laissé pousser ça. C'est beaucoup plus isolant thermiquement et phoniquement, et en termes de CO2, c'est bien plus intéressant. Suppression, alors là c'est un enjeu absolument énorme, la suppression des plastiques d'origine pétrolière. Il y a aujourd'hui des bactéries qui savent produire certains plastiques. Alors, on n'a pas le panel de bactéries pour produire tous les types de plastiques.
Il se trouve que j'ai fait de la formation à une certaine période de ma vie. J'ai bossé pour une boîte qui s'appelait Atochem à l'époque. C'était la branche chimie du groupe ELF. Et donc, j'ai échangé pas mal avec des gens qui m'expliquaient ce que c'était des plastiques techniques. Enfin, il y a un savoir-faire extrêmement pointu qui s'est développé là, mais les pétroliers ont 200 ans ou 150 ans d'avance au niveau de ce type de matière sur des solutions à base de bactéries. Si on mettait suffisamment d'argent pour travailler avec des bactéries, on arriverait à trouver des choses très diversifiées techniquement en termes de plastique. Mais ça coûterait plus cher pendant pas mal de temps avant de faire baisser les coûts du plastique à base de bactéries. Sachant aujourd'hui que on n'en parle pas beaucoup, mais les déchets plastiques, hein, alors on parle beaucoup des tortues, enfin on parle des tortues qui ont des occlusions intestinales parce qu'ils ont avalé un bout de sac en plastique, mais toutes les microplastiques qu'il y a dans l'eau génèrent des molécules qui seraient des perturbateurs endocriniens, donc, pour les animaux, mais aussi pour les humains. Donc, là, on s'est empoisonné à très haute dose. Et ça sera plus difficile à redresser, cette chose-là, que les problèmes de CO2, je pense. Une des directions dans lesquelles il faudrait aller, c'est promouvoir systématiquement les solutions biosourcées. Alors là, vous avez sous les yeux des solutions biosourcées qui sont bien rodées. Hein. En beige, c'est de la laine de bois. J'en ai travaillé, j'avais mis ça sur ma maison. Au-dessus, vous avez de la ouate de cellulose. C'est des produits agréables à travailler et un petit peu plus chers, mais qui sont d'origine naturelle. Hein. Et il n'y a pas c'est moins énergivore à fabriquer que la laine de verre, par exemple. Mais au-delà de ces solutions biosourcées déjà bien rodées, il faut avoir en tête qu'il y en a une infinité. Hein. J'en ai déjà parlé, je crois. Vous avez une boîte qui s'appelait Amaryllis, qui est basée près de Brest et qui s'est spécialisée dans la recherche de micro-organismes marins susceptibles de produire des molécules intéressantes pour les industriels. Et ils savent faire deux choses: trouver les petites bêtes en question. Ils ont actuellement 1 millier de petites bêtes, une souchothèque d'1 millier de petites bêtes susceptibles de fabriquer des molécules intéressantes des industriels. Et leur deuxième savoir-faire, c'est passer de l'élevage de ces petites bêtes en boîte de pétri au stade industriel. Et de mon point de vue, on a intérêt à aller très, très largement dans cette solution-là. Je donnerai un petit peu plus d'explications là-dessus tout à l'heure. Autre solution biosourcée, c'est tout simplement l'agriculture biologique et l'agroforesterie. Alors là, vous avez un bel exemple d'agroforesterie. Vous avez au centre, on peut imaginer que c'est une céréale. Hein. Ça peut être du blé, ça peut être de l'orge. À ce stade-là, c'est difficile de faire la différence. Et puis, vous avez des rangées d'arbres. Vraisemblablement, c'est des arbres fruitiers, mais ça peut ne pas être des arbres fruitiers. Et le mixage des deux, la synergie des deux est intéressante parce que l'arbre fruitier a des racines l'arbre a des racines qui vont beaucoup plus profond dans le sol. Donc, il est susceptible d'aller chercher des minéraux beaucoup plus loin que les racines de la céréale, des minéraux ou de l'eau. Et ces minéraux, on va les retrouver dans les feuilles des arbres, les feuilles vont tomber et vont répartir ces minéraux de manière gratuite pour les cultures qui sont en dessous. Autre chose intéressante des arbres, c'est qu'on sait maintenant depuis une vingtaine d'années à quel point les échanges entre les cultures, enfin les plantes, que ce soit des cultures ou des arbres, et les champignons qu'on a dans le sol sont importants. Alors, on connaît tous les champignons que l'on cueille, mais ce qu'on connaît moins, c'est la partie du champignon qu'on appelle le rhizome, qui sert de prolongement aux racines de la plante. Et le rapport entre la longueur de racine
Et la longueur des rhizomes, je crois que c'est de 1 à 100 ou 1 à 1000. C'est-à-dire qu'il y a une exploration du sol par les champignons beaucoup plus fine que par les racines. Et il y a un échange. Les champignons amènent de l'eau et des éléments minéraux, et la plante amène les produits de la photosynthèse, du glucose par exemple, qui permet aux champignons de se développer. Parce que le champignon n'est pas capable de photosynthétiser, il n'a pas cette aptitude, il n'a pas de chlorophylle. Et donc là, on a l'agriculture biologique permet de ne pas mettre d'engrais chimiques, de ne pas mettre de pesticides, et donc ça favorise le développement des champignons et des vers de terre, etc. Donc très peu de produits industriels. D'une manière générale, une amélioration se fait en général au sein d'une entreprise, une seule. Une mutation va peser sur tout un secteur. Et à travers les exemples que je vous ai cités, vous avez bien compris évidemment que ce n'est pas quelque chose d'anodin et ça va changer le fonctionnement de tous les acteurs du secteur. Si on s'intéresse, si on regarde l'automobile, eh bien, les fabricants d'automobiles sont en train de former leurs salariés à de nouvelles compétences. Ils vont avoir, dans certains domaines, besoin de moins de salariés. Les garagistes font grise mine. Je connais à Luçon un garagiste qui avait pignon sur rue et qui tournait très très bien. Le patron est parti à la retraite, personne n'a suivi parce qu'il ne savent pas trop dans quelle direction aller. Et je vois souvent le coût, les dépenses en entretien de véhicules vont baisser, ramener au véhicule, et peut-être qu'on aura aussi moins de véhicules, qu'on fera moins de kilomètres. Autre dans cette mutation, c'est toute la distribution de l'énergie qui change radicalement quand on passe du pétrole à l'électricité. Donc, on n'entend pas parler de mutation dans les journaux. Les politiques ne se hasardent pas dans cette direction-là parce que c'est socialement compliqué. Mais en même temps, ça permet d'apporter un niveau de satisfaction équivalent et en diminuant très fortement la production de gaz à effet de serre. Mais il y a quand même des choses sérieuses à prendre en compte. C'est que ces mutations vont générer des destructions créatrices. Alors, historiquement, un exemple de mutation dans l'histoire récente, qui est, je dirais, caractéristique de la mutation ratée par l'entreprise intéressée en premier, c'est la photo. Il se trouve par hasard que j'ai connu la personne qui, chez Kodak, était en fonction du développement de la photo numérique. Mais le pauvre, il était tout seul. Quand on voit ce que les gens qui ont développé les smartphones et des choses comme ça ont mis comme moyen humain, c'est sans commune mesure. Alors, les destructions créatrices, le terme de destruction créatrice a été inventé par un monsieur qui s'appelait Schumpeter, qui était économiste, qui a dû mourir au milieu du XXe siècle, et qui s'est intéressé aux évolutions technologiques. Et son idée essentielle, c'était de dire ne vous focalisez pas sur les changements technologiques, surtout ne mettez pas de frein à ces changements technologiques. Ils vont en effet faire disparaître les emplois, mais ils vont en créer d'autres, et au total, ça va s'équilibrer et on aura une société qui amènera des biens et des services plus intéressants à ses citoyens. Simplement, c'est difficile au niveau des entreprises. La disparition des entreprises, c'est jamais une partie de plaisir pour les dirigeants, mais surtout, ça pose des problèmes d'emploi. Et il va falloir, je dirais, réfléchir, anticiper ça, le penser à l'avance, faciliter le passage d'une profession à une autre, et donc les salariés doivent être accompagnés par ça. On peut fort bien imaginer que
une entreprise qui va fermer ou réduire ses salariés, eh bien, les salariés partent en formation pour commencer à réfléchir sur leurs aptitudes personnelles, sur vers quoi ils pourraient aller, avant même de quitter la boîte. Hein. L'objectif pouvant être que les gens aient une formation qualifiante ou un emploi avant de quitter l'entreprise de départ. Et c'est très important de se focaliser là-dessus parce que les personnes en mutation professionnelle seront les personnes qui mettront de l'huile dans les rouages de cette évolution. S'il y a blocage de la part des personnes qui vivent ça, eh bien, on bloque tout le système. Donc, il y a nécessité d'une réelle réflexion dans ce domaine-là. Et à ce moment-là, on peut avoir des évolutions extrêmement bénéfiques en termes de pollution et de gaz à effet de serre. Donc, pour résumer, un monde viable, c'est un monde dans lequel on prendrait le taureau par les cornes pour limiter les gaz à effet de serre, hein, les GES, et sauver la biodiversité. On s'intéresserait à la performance énergétique, que ce soit des habitations, que ce soit des transports, que ce soit enfin, de tout. On développerait des énergies renouvelables, et surtout on développerait une sobriété de la demande et de l'offre. Cette sobriété de l'offre passe par des mutations, et ces mutations nécessitent un accompagnement des salariés. Voilà l'essentiel de ce que j'avais envie de vous exposer aujourd'hui. Je dirais, il y a une connotation personnelle dans mes propos. Hein. Ce qu'il faut faire à partir de la situation aujourd'hui, tout le monde n'a pas la même manière de voir les choses. Ce qui me semble important, c'est de développer des scénarios qui peuvent être la base pour les prises de décision derrière. Hein. Mais il y a nécessité de se projeter dans ce que pourrait être demain pour identifier des scénarios différents et se dire on va plutôt sur celui-là, ou on fait un mix de ces deux-là. Enfin, ça peut permettre de développer un dialogue démocratique en sachant de quoi on parle. Et alors, donc, la prochaine fois, voilà, la prochaine fois, ça sera un monde vivable, la confrontation entre la dimension écologique et la dimension sociale. Je vous remercie et on peut peut-être arrêter le partage d'écran. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. Donc, je vais ouvrir rapidement s'il y a des questions éventuellement de nos participants ce soir sur le sujet. Merci en tout cas. C'était très intéressant. J'ai une question sur les énergies renouvelables. Oui. Je prends juste un exemple. Par exemple, on va parler d'éoliennes, qui fait partie du panel d'énergie renouvelable. Oui. On est tous d'accord pour utiliser ces énergies renouvelables, je pense. Sauf que j'ai beaucoup de mal dans la mesure où on ne fait quasiment jamais, je veux dire jamais, le bilan complet du coût de ces énergies ou de l'intérêt de ces énergies. Pour reprendre l'exemple des éoliennes, on construit des éoliennes, mais à coût de milliers de mètres cubes de béton. Et on a vu dans ta présentation que justement le problème du béton était un problème qu'il fallait prendre en compte. Donc d'un côté des éoliennes, mais d'autre côté consommation de béton. Donc est-ce qu'il y a quelque part, ou est-ce que quelqu'un a fait, ou une organisation a fait le bilan complet d'une solution écologique? Je pourrais prendre l'exemple de l'électricité, enfin des voitures électriques. On met en place des voitures électriques, sauf que la chaîne de production d'électricité aujourd'hui va nous générer des coûts en CO2, et je ne parle même pas du traitement des déchets, des batteries. Donc aujourd'hui, on ne voit les sujets que par petites tranches. Donc l'éolien, c'est bien, sauf que l'éolien avec le ciment, c'est pas bien. L'électricité, c'est bien, sauf que l'électricité avec les batteries, c'est pas bien. Bon. Donc, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de transparence et de pertinence dans le développement de ces solutions. Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'énergie idéale.
Hein. Il n'y a pas d'énergie sans inconvénient. Il n'y a pas non plus d'énergie qui répondra à tout. Hein. On devra choisir un panel. Une chose aussi qui me semble importante, c'est qu'à mon avis, on est à la veille d'un changement de civilisation. Hein, je pèse mes mots. Et c'est normal de cafouiller un peu, d'hésiter. À une autre échelle, on voit comment nos dirigeants ont du mal à évoluer en face du Covid, parce que les scientifiques découvrent des choses et puis très très vite, il faudrait les traduire. Puis d'abord, ils ne sont pas certains de ce qu'ils découvrent, de ce qu'ils disent. Hein, et il faudrait traduire ça dans les jours qui suivent en décisions politiques. Hein, et c'est très compliqué. Hein, donc, sur une échelle de temps plus longue, on est en face de quelque chose du même genre. Alors, alors quelqu'un qui parle beaucoup des éoliennes, pour en dire pas tout à fait que des compliments, c'est Jean Covici. Je pense qu'il a un certain biais, lui. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a besoin de beaucoup de béton pour solidifier une éolienne à la base. Il y a besoin d'acier. Hein. Mais le béton, il pourrait être un cercle d'éoliennes dans 50 ans, dans 100 ans. Hein. Ça a une durée de vie relativement longue. Hein. Surtout là, il n'est pas dans des situations très, je dirais, il ne va pas se détruire, il ne va pas s'abîmer rapidement. L'acier, il va pouvoir, si tu démontes l'éolienne, toute la partie métallique, elle pourra être recyclée. Les pales, c'est autre chose. Mais je ne pense pas qu'il y ait une chaîne de production tout à fait dramatique par rapport aux éoliens. Simplement, les gens qui sont pour le nucléaire ont en général un jugement assez négatif sur tout ce qui est éolien et solaire, et inversement. Hein. Qui a la vérité, je suis incapable de l'amener sur un plateau comme ça. Hein. C'est d'une grande complexité. Il faut se faire progressivement son opinion. Voilà, je pourrais aller plus loin, mais pour l'instant, je vais m'arrêter. Oui. Oui, alors je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur le fait qu'il y a des solutions complémentaires qu'il faudra mettre en place. Ça, je pense que ça ne soulève pas beaucoup de critiques. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est de me dire, est-ce qu'on est représentatif dans ces solutions-là au niveau mondial par rapport aux pollueurs? On n'est pas dans les plus gros pollueurs mondiaux, tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'est l'Asie, c'est les États-Unis. Est-ce que eux vont être capables en temps et heure de suivre des décisions que nous, on pourrait prendre, sachant que s'ils ne le font pas, celles que nous prendrons, elles ne pèseront pas très, très lourd dans le changement ou dans le ralentissement de la dégradation. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, moi, j'ai produit un premier livre qui est sorti en 2016, mais que j'avais commencé à écrire bien avant. Et depuis très longtemps, je prône des choses qui sont en train de sortir au niveau de l'Union européenne. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui en suis l'initiateur. Je pense que c'est simplement une décision de bon sens. C'est de mettre des barrières douanières ou des taxes en périphérie de l'Europe pour les importations qui ne respectent pas les règles qu'on impose à nos industriels. Et ça aura un effet très important puisque le marché européen est un marché extrêmement important et relativement ouvert. Donc, des gens qui veulent nous vendre quelque chose, eh bien, ils sont nombreux. Si on leur dit, si vous nous vendez vos produits, soit vous les fabriquez sur les mêmes règles que nous, soit vous avez tant de taxes, on aura un levier très, très fort contre eux. J'irai même plus loin. L'OMC a fait beaucoup pour faire baisser la fiscalité entre les pays pendant des années. Depuis pratiquement 10 ans, l'OMC se cherche. Ce que j'espère, c'est qu'un jour, l'OMC comprenne
qu'elle a un rôle extraordinaire à avoir au niveau de l'évolution des économies du point de vue écologique. C'est-à-dire aujourd'hui, les taxes que l'Europe veut mettre en périphérie, à ma connaissance, ça n'est pas en règle avec la philosophie de l'OMC. J'ose espérer, parce qu'on a quand même affaire à des gens intelligents, j'ose espérer qu'ils comprendront qu'on doit avoir des échanges avec une fiscalité vertueuse, qui progressivement poussera tous les pays à avoir adopté les mêmes règles. Mais ce n'est pas la France toute seule qui peut faire quelque chose, c'est au niveau européen qu'on peut faire quelque chose. Merci. D'autres questions? Oui, Alain? Oui, Étienne, est-ce que tu penses pas quand même qu'on peut rester quand même relativement optimiste quand on voit aujourd'hui les progrès rapides et de plus en plus rapides des technologies dans de nombreux domaines? Tu parlais tout à l'heure du ciment Portland et on a par exemple en Vendée un fabricant de ciment qui s'appelle Hoffman Green, qui, si j'ai bien compris, fabrique du ciment qui ne rejette que 20% du CO2 par tonne par rapport à du ciment classique. Oui. On a aussi des startups aujourd'hui qui mettent au point des enzymes qui dégradent les plastiques qu'on ne savait pas dégrader jusqu'à présent. Et tu as parlé aussi, par exemple, des bactéries tout à l'heure. Et on a aussi toutes les nanotechnologies qui arrivent. Est-ce que d'après ton expérience, on peut avoir dès aujourd'hui une idée du retour d'impact de ces nouvelles technologies sur la dépollution? Alors, sur le ciment Portland, c'est une très bonne chose parce que je doute qu'on arrive à prendre la décision de supprimer tout type de ciment. Hein. Il faut savoir que la matière première du ciment Hoffman, pardon, hein, c'est des cliquets, je crois que c'est des résidus ils utilisent des résidus de chantier, oui. Pardon, des résidus de chantier. Non, mais pas uniquement de fonte. Hein, il y a du cliquet ou des choses comme ça. Hein. Donc, on n'arrivera pas, par exemple, on ne pourra pas basculer tout ce qui se fait en ciment Portland. On ne peut pas dire demain, on ne fait plus de ciment Portland, on fait du ciment Hoffman. Hein. Ça pourra être qu'une solution de remplacement. D'ailleurs, d'une manière générale, la plupart du temps, une solution qu'on utilisait sera remplacée par un panel de solutions. Hein. On n'est pas en phase on aura rarement des solutions simples. Sur la technologie en général, vous avez des gens qui disent la technologie n'est pas la solution, c'est le problème. Je ne dirais pas ça. Mais le tout technologique n'est sûrement pas la solution. Hein. Quand je parle de solutions biosourcées, je m'éloigne de beaucoup de solutions à base de techniques. À chaque fois qu'on peut éviter de chauffer, qu'on peut éviter de mettre sous pression, qu'on peut éviter d'utiliser des produits chimiques agressifs, on a intérêt, si on peut remplacer ça par des solutions biosourcées, on économisera beaucoup d'énergie et beaucoup de pollution. Or, la vie existe sur Terre depuis 3,5 milliards d'années, sur Terre, sur la planète. Sur la Terre, ça doit être à peu près 500 millions d'années. Hein. C'est-à-dire que la nature a expérimenté énormément de processus, énormément de molécules. Et on a très, très peu recherché dans cette direction-là. Hein. D'une part, parce qu'on n'avait pas forcément les connaissances d'analyse qu'on a aujourd'hui. Aussi, depuis très longtemps, nos élites ne font plus de biologie à partir du bac. Et je lisais récemment, dans les troncs communs scientifiques de sciences dures, on arrête la biologie en seconde. Or, une très grande partie des solutions à venir sont des solutions biosourcées. Donc, il faut avoir ça en tête. Mais globalement, je suis plutôt optimiste si les humains arrivent à continuer à dialoguer entre eux. Si on est sur des solutions simplistes avec, je dirais, chaque groupe se fabriquant son espèce de monde clos,
et résonnant entre eux, dans son coin, ça va être dramatique. Et j'écoutais récemment, alors on s'écarte un petit peu de la technologie et du climat, mais comment dire, quelqu'un s'exprimait sur Internet et il disait un des problèmes, ce sont les algorithmes, puisque les sociétés comme Facebook ont intérêt à conserver leurs auditeurs, leurs clients, en leur envoyant à chaque fois des messages qui vont dans leur sens. Donc, comme ça, les gamins ou les adultes restent devant leur écran pendant des heures et reçoivent des messages qui les intéressent et qui leur plaisent surtout. Et tout ça, c'est les algorithmes qui vont voir ce que nous, on a dans notre ordinateur et qui nous renvoient des messages cohérents avec ce qu'on a dans l'ordinateur. Et ça, c'est catastrophique parce que ça favorise des petits mondes clos les uns à côté des autres. Aujourd'hui, c'est en train de rendre les USA, d'amener les USA au bord de la guerre civile. Avec des républicains, vous avez je crois, plus de la moitié des républicains qui sont absolument convaincus que Joe Biden n'est pas un président légitime parce qu'il a été mal élu, parce que les élections ont été bidouillées. Donc, une chose absolument fondamentale, c'est de participer à développer entre nous, mais bien au-delà, je dirais, un univers dans lequel les gens se parlent, s'écoutent, admettent qu'on puisse penser différemment, mais en même temps qu'on ait des points communs et qu'on travaille sur ces points communs. C'est encore, au-delà même des problématiques de choix techniques. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que le débat pourrait durer très, 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 très longtemps. On va avoir donc le deuxième morceau sur ce monde vivable le 21 janvier. Donc, j'espère vous retrouver puisqu'on fait un peu l'esprit d'une série. Et d'ici là, je vous remercie d'être venu ce soir. Merci infiniment encore une fois, Étienne. Et puis au prochain VDR. Merci.